Ça ventre ressemble à le patron. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Bienvenue à toutes et à tous. Autour de la table, nos invités consultants habituels. Docteur Amadou Hassan Bokar. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a Hussein Issa. Hussein, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et à côté, il y a Gary Amadou. Gary, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous allons tout de suite rentrer dans le menu de Presse Plus aujourd'hui qui démarre avec un léger retard. Veuillez bien vous en excuser. Nous nous excusons également de l'absence du quatrième consultant, Tessoué Agi, qui est donc absent cette semaine pour des raisons de santé, des raisons familiales. Nous le retrouverons, Inch'Allah, la semaine prochaine si tout va bien. Donc rapidement au menu de Presse Plus aujourd'hui, le remaniement léger technique du gouvernement. Bien sûr, c'est le sujet, un des sujets phares de la semaine, traité par le confrère de la presse écrite. Il y a également le fameux projet de loi des finances 2018, incontournable également dans la presse écrite cette semaine. Et puis d'autres sujets, questions de gouvernance politique et institutionnelle, si le temps nous le permet, bien évidemment. Rapidement, le premier sous-thème, donc le remaniement technique du gouvernement. Nous découvrons pour cela la une du journal La Roue de l'Histoire qui titre « Éjection de 3 membres du gouvernement, les dessous du remaniement technique ». La Roue de l'Histoire qui titre « Éjection de 3 membres du gouvernement, les dessous du remaniement technique ». On a des soucis pour voir la une du journal La Roue de l'Histoire. Nous continuons pour revenir sur cette une après. L'actualité, la une de l'actualité, Ladan Chana claque la porte du gouvernement. Le ministre Ladan Chana claque la porte du gouvernement. Et puis le canard déchaîné, affaire d'émission de Ladan Chana, un limogeage en bonne et due forme. Affaire d'émission de Ladan Chana et limogeage en bonne et due forme. Et puis l'enquêteur du 1er novembre, le comeback de Karidio, une violation de la Constitution, Ladan Chana, une vraie fausse démission. C'est deux interrogations qu'on peut lire à la une de l'enquêteur du 1er novembre. Alors, Hussein Issa, donc ce remaniement technique du gouvernement est intervenu en début de semaine, le lundi passé, le lundi 30 octobre dernier. Un remaniement surprise, si je peux dire, puisqu'il a pris pratiquement tout le monde de court. Mais tout à fait, oui. Et au moment où les gens s'attendaient à un remaniement en profondeur, par rapport à la tension qui prévaut actuellement, parce que les gens ont de tout temps demandé à ce que la taille du gouvernement soit réduite. Et contre toute attente, suite à une démission, on procède à un léger réaménagement, ou on appelle ça réaménagement technique. C'est pas ça l'attente des citoyens, parce que moi je considère que quoi qu'on dise, c'est certainement une démission. Et on va y venir cette démission à partir d'un certain nombre d'actes qui ont été posés à l'encontre de Amen Amin, notamment, comment vais-je dire, la cabale engagée contre ses élus. Il y a un certain nombre d'élus de ce parti qui sont dans le collimateur de la justice aujourd'hui. Le parti même est sorti pour alerter, pour s'inquiéter du fait que ce sont les militants, ou du moins ces 4 militants qui sont dans des positions institutionnelles qui sont menacés. Maintenant, bon, on a entendu dire qu'il a été démissionné, ou du moins on l'a fait partie. Quand on a suivi un peu ce que le secrétaire général du gouvernement, il a dit, le lundi même, quand il y a eu le tweet, dans son communiqué, il dit hier lundi. Alors que c'est le lundi qu'il faisait le communiqué, il passait le communiqué, comme avait dit,
En direct du plateau de Télé Sahel. Ouais. Voilà, c'est un peu intriguant. Tu peux pas, le lundi même, tu viens de dire hier lundi, c'est pas un lapsus. Ça veut dire qu'il a pris les devants, maintenant il fallait lui couper l'herbe sous les pieds pour dire que c'est pas lui qui a démissionné, mais on a décidé de le faire partir. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, quelles sont les motivations qui ont fait que on a décidé de le faire partir. Parce qu'il aurait été intéressant que les citoyens, on indique aux citoyens pourquoi on l'a fait partir. On ne peut pas faire partir. Et j'ai vu aussi à la passation avec Carillo un peu le temps qu'il a eu. On a comme l'impression que c'était lui qui donnait des instructions à Carillo, son remplaçant, pour que voilà l'attitude d'atelier et tout et tout. Voilà un peu ce qui me fait dire que bon, il n'y a pas de volonté en fait de réduire le train de vie de l'État. Pendant qu'il n'y a pas cette volonté, on demande de l'autre côté aux citoyens de payer plus pour entretenir ce même train de vie. Et c'est ça qui est paradoxal. Et les gens s'offusquent que les citoyens se plaignent que les citoyens contestent cette loi de finances 2018 avec toutes ces mesures fiscales impopulaires qui ont été introduites et qui vont paupériser davantage les populations. Quand vous voulez faire, comment dire, des machines, des économies, avoir beaucoup plus d'argent, il faut commencer par donner d'abord l'exemple. On n'a pas besoin de tout ce beau monde-là au gouvernement pour travailler efficacement. La preuve, quels sont les résultats aujourd'hui? Quand tu regardes dans tous les secteurs, pratiquement tous les secteurs, qu'est-ce qui bouge? Absolument rien du tout. Le REMA est intervenu, il fallait juste colmater une brèche, bouger quelques têtes, quelques ministres, le jeu de, comment avait dit, la chaise musicale, comme on dit. Bouger quelques ministres et puis c'est tout. Et dans le même temps, on veut faire admettre aux citoyens que c'est nécessaire qu'ils se saignent pour aider, en tout cas pour entretenir le train de vie d'un gouvernement pléthorique, inutile, qui n'apporte absolument rien du tout, alors qu'on peut, le président pouvait profiter de cette situation-là pour réduire drastiquement le nombre de ministres et voir aussi dans les autres au niveau des ce qu'on peut élaguer, ça va être quand même un signal fort, mais ça n'a pas été le cas. Absolument. Alors découvrons les nouvelles têtes, des nouveaux arrivants dans le gouvernement. Trois nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement. Ce n'est pas pour au moins l'une d'entre elles une nouvelle tête, puisqu'elle a déjà occupé un poste ministériel dans le précédent gouvernement. Il s'agit de Carillo Mamadou, ancien ministre de la Défense, qui fait son retour dans le gouvernement. Le ministre de l'Industrie a été remplacé. Le ministre de l'Hydraulique également a été remplacé par un cadre du PNDS Taria, un autre cadre classique du PNDS Taria, Issoufou Katambe. Je vous propose donc de suivre tout ça dans cet élément préparé par notre camarade de la rédaction de la télévision Moferré, Moustapha Zongoma. Le remaniement technique du gouvernement opéré le lundi 30 octobre 2017 par le président de la République Issoufou Mahamadou a consacré l'entrée de 3 nouvelles personnalités au gouvernement et une permutation de portefeuille entre la ministre de la Population, Mme Kafa Raketou Christelle Jakou, et celle de la fonction publique et de la réforme administrative, Mme Amadou Aïssata. Pour ce qui est des nouveaux arrivants au gouvernement, il s'agit de M. Mamadou Karidjo du PNDS Tareya et président de la Haute Cour de justice qui remplace M. Omar Chana au ministère des Transports, consacrant ainsi la sortie du parti Amen Amin du gouvernement. Au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Barmou Salissou du PNDS est remplacé par un autre militant du parti, à la personne de M. Issoufou Katambe. Enfin, le MNSD Nassara, parti de la majorité présidentielle, remplace M. Abdou Maman par un autre de ses militants au poste de ministre de l'Industrie. Le nouvel arrivant est M. Malam Zaneidou Amirou. Voilà, Gareth. Quel commentaire suscite chez vous ce remaniement technique du gouvernement intervenu en début de semaine et qui a consacré donc l'arrivée de 3 nouvelles têtes dans le gouvernement? Mais ce remaniement, comme l'a dit Ousseini tout à l'heure, ne consacre pas la diminution de la taille du gouvernement, mais juste le remplacement technique de quelques responsables de portefeuille.
Oui, effectivement, mais j'aimerais quand même réagir par rapport à... Hussein a parlé de loi de finances, je crois que c'est un projet de loi de finances pour le moment, ce n'est pas encore la loi de finances. C'est important de le préciser. Mais concernant la prétendue démission de Tchana, ce n'est pas une démission, mais on est dans un état dans une administration. Quand on veut démissionner, on connaît la procédure. C'est-à-dire que c'est une lettre qu'on dépose devant son patron, on dit qu'on démissionne. En fait, si l'Adam a lancé ce tweet-là, c'était pour prendre on en parlera tout à l'heure avec les raisons de cette démission ou de ce limogeage, ça dépend. Mais concernant la taille du gouvernement, effectivement... Donc, concernant, oui, donc le rendement technique... La taille déjà, c'est vrai que les Nigériens attendent une sorte de, en tout cas, resserrement concernant la taille du gouvernement. Les Nigériens attendaient que le gouvernement soit réduit. Bon, je me suis dit que si ce léger remaniement a eu lieu, c'est parce que justement la situation de l'Adam Tchana était une situation urgente et que j'imagine que le vrai remaniement va venir après, selon moi. N'est-ce pas? Parce que comme l'a dit Hussein, effectivement, c'est ce que les Nigériens veulent. Ils veulent voir la taille du gouvernement réduite pour savoir que les gens sont en train de faire des efforts. Ça, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, on a entendu, il y a eu aussi ce changement entre, au niveau de Christelle Diakou, qui occupait le ministère de la Population, qui est devenu un ministère assez polémique avec l'affaire du dividende démographique, là, et on lui a changé de portefeuille. Bon, pour moi, c'est un remaniement qui a été imposé par l'urgence du Kachana qu'il fallait gérer. Parce que, comme je le dis, vous avez dit qu'on va en venir. On va en venir. Pourquoi je vais en parler? Parce que vous en a parlé. Oui. Donc, j'espère que je pense qu'il faut que j'en parle aussi. Oui, un peu. Parce que, non, mais je vais en parler aussi. Le temps qu'on revienne, pour permettre à... Ce que j'ai dit, moi, ce que j'ai dit, on y reviendra. Mais ce n'était pas une démission. C'était pas une démission. C'était vraiment un limogeage selon les informations qu'on a eues. Parce qu'une démission, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas à travers un tweet. Si vous faites un tweet, c'est que vous avez pris le devant parce que vous savez ce que vous attendez. C'est tout. Mais on va y revenir. Docteur Hamadou Hassan Boukar. Oui, merci Abdraman. Donc je pense que effectivement, comme ils l'ont dit, les Nigériens s'attendaient surtout à un remaniement en profondeur plutôt que ce remaniement technique. Moi, je pense que qu'il soit démission ou limogeage de M. L'Adam Tchana, je pense que le président, de mon point de vue, aurait dû simplement face à l'urgence pour ne pas laisser ce vide au niveau du ministère du Transport, nommer seulement un ministre au niveau le ministre du Transport. Donc maintenant attendre, en tout cas, je ne sais pas le moment qui est en tout cas propice pour faire le remaniement en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui on ne connaît pas les vrais motifs de ce remaniement technique, puisque comme on l'a vu, il y a eu 3 nouveaux ministres qui ont fait leur entrée au niveau du gouvernement, ce qui veut dire que quelque part, certainement au niveau du ministère de l'hydraulique et le ministère de l'industrie, il y a un problème. Puisque, comme Gary l'a dit, précipiter ce remaniement technique, c'est l'urgence par rapport soit à la démission ou au limogeage supposé de l'Adam Tchana. Le président aurait dû simplement nommer un ministre de transport et vraiment réserver la surprise en tout cas au peuple nigérien lors d'un remaniement en profondeur, puisque c'est là où on s'attend. Quelque part, il a dit, cette polémique autour du projet de loi de finances, dans beaucoup d'interventions des citoyens, ils disent que le gouvernement aurait dû donner le bon exemple en réduisant la taille du gouvernement, en tout cas d'un certain nombre d'institutions budgétivores, d'un certain nombre de fonds où il faut vraiment, compte tenu de la récession économique, il fallait au niveau du gouvernement également qu'on fasse un effort en tout cas sur soi pour réduire le train de vie de l'État, pour réduire justement les charges au regard justement des ressources qui sont insuffisantes pour pouvoir supporter ces charges et non pas ce qui a été fait, et puisqu'on fait, il y a 3 nouveaux en tout cas ministres qui font leur entrée au gouvernement, alors que, je ne sais pas, comme Gary l'a dit, moi-même j'ai l'intime conviction que le président de la République ne peut pas garder justement 43 ministres, alors que vraiment les conditions économiques, en tout cas financières, ne permettent pas de les entretenir. Il va falloir réduire vraiment forcément la taille du gouvernement et même d'autres institutions budgétivores, des conseils pléthoriques à la présidence qui ne font absolument rien du tout. Tout ça là, je pense que c'est la situation financière et économique qui impose un tel sacrifice au niveau du gouvernement, et quand on le fait, justement, les Nigériens peuvent constater un certain nombre de sacrifices au regard de la gravité de la situation où chacun doit apporter son pierre à l'édifice vraiment de la construction, je pense, nationale. Donc, de mon point de vue, c'est comme ça que ça aurait dû faire. Mais bon, nous, c'est notre analyse. Mais on ne connaît pas justement, peut-être il y a eu d'autres problèmes beaucoup plus graves, même si on n'a pas annoncé la démotion ou le limogeage,
le président a profité justement pour régler la question certainement du ministre de l'Hydraulique et celui de l'Industrie justement en nommant et le ministère de la Population aussi, parce qu'il y avait du rififi au niveau du ministère entre la fille Jacou et puis le Premier ministre, le chef du gouvernement. Non, il ne peut pas y avoir un problème entre un ministre et le chef du gouvernement. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Quand on avait annoncé la démission de Brigitte, quand même, quoi qu'on dise, on est dans un régime semi-présidentiel où Brigitte est le chef du gouvernement, les ministres, en tout cas, le premier ministre du gouvernement est le supérieur hiérarchique immédiat de ses membres du gouvernement. Si lui, en tant que membre, premier ministre, chef du gouvernement, il ne peut pas prendre de décisions pour assurer la cohérence et la cohésion, donc la cohérence de l'action gouvernementale et la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale. Et la coexistence aussi des ministres. Donc ça pose un véritable problème. Si un ministre peut contester l'autorité du chef du gouvernement dans un régime semi-présidentiel, je pense que véritablement il y a un problème où le Premier ministre n'a pas l'autorité morale pour pouvoir justement conduire cette équipe gouvernementale et par conséquent je pense que justement il doit partir. Oui. Alors donc on l'a vu, ce remaniement technique pose quelques polémiques. Et donc, dans la démission supposée ou le limogeage supposé ou non donc, de Ladan Tchara, mais l'arrivée du président de la Haute Cour de justice dans ce gouvernement qui également suscite quelques polémiques. Nous allons nous en tenir à ces deux polémiques-là. Donc la première, limogeage ou non, démission ou non de Ladan Tchara. Nous profitons pour découvrir la une des journaux qu'on a déjà cités. Si Magaji peut nous faire voir la une du journal La Roue de l'Histoire. Éjection de 3 membres du gouvernement, les dessous du remaniement technique. Éjection de 3 membres du gouvernement, les dessous du remaniement technique. Et puis l'actualité, Ladan Tchara claque la porte du gouvernement. Ladan Tchara claque la porte du gouvernement. Et puis le canard déchaîné, démission de Ladan Tchara, un limogeage en bonne et due forme. Le canard déchaîné est catégorique. N'est-ce pas, Gary? Certainement. Il y a un limogeage en bonne et due forme, dit le canard déchaîné. Et puis le journal Mutation, qu'on découvre peut-être pour la première fois dans Presse Plus. Ladan Tchara, les raisons d'un limogeage. Ladan Tchara, les raisons d'un limogeage. Et puis le journal L'événement, les raisons d'une démission éviction. Les raisons d'une démission éviction. Alors, sur ce sujet, 2 éléments qu'on va suivre. Le premier est de Balima Bourema par rapport aux raisons avancées par le ministre Ladan Tchara sur sa démission. Il était en tout cas le premier à envoyer un tweet sur sa page Twitter pour dire qu'il quittait le gouvernement sans préciser les raisons exactes de ce départ le lundi matin. Je propose de suivre Balima Bourema. C'est peu après 17h ce lundi 30 octobre 2017 que le ministre des Transports a annoncé sur son compte Twitter sa démission du gouvernement. J'ai quitté le gouvernement ce jour par respect à mes principes et par fidélité à mes convictions. Depuis cette annonce, plusieurs questions se posent. A-t-il quitté le gouvernement sous la pression suite à sa décision de sanctionner la compagnie de transport incriminée dans le tragique accident de la route qui a fait 26 morts et 28 blessés à la sortie de Dosso vendredi, puisque peu avant l'annonce de sa démission, la compagnie a également annoncé la reprise de ses activités. Où Omar Hamidou Tchana répond ainsi à une bonne partie de sa base qui demandait son départ du gouvernement depuis plusieurs mois. Plusieurs cadres de son parti gardent actuellement en prison. Il y a quelques semaines, il a dénoncé cet état de fait. Nous sommes dans une alliance. Dans une alliance, tout n'est pas toujours bon. Tout n'est pas toujours parfait. Nous allons traiter ces questions dans les instances et dans les organes qui siègent en tant que parti responsable. Nous attirons l'attention de qui de droit afin que les actes hostiles à l'endroit de nos militants et à l'endroit de notre parti cessent. Nous le ferons en toute responsabilité parce que nous savons qu'en face de nous, nous avons des personnes responsables. En quittant le gouvernement, Tchana laisse quand même un doute, celui du départ de sa formation politique, Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN.
Je remercie le président de la République et le Premier ministre pour la confiance depuis 2011. Je salue les anciens collègues et mes collaborateurs pour leur dévouement. Le président de Amen Amen a fait son entrée au gouvernement en 2011 sous la bannière de son ancien parti politique, Modern F. Aloumana, en tant que ministre des Mines, puis sous la bannière de son propre parti, Amen Amen, au transport après les élections de 2016. Alors lui-même, le ministre Ladan Tiana, ministre des Transports sortant, a en milieu de semaine, au cours de la cérémonie de passation de service entre lui et le nouveau ministre, le ministre entrant, M. Karidjo Mamadou, dit un peu une raison, selon lui, qui ont motivé sa démission du gouvernement, en plus des raisons qui sont avancées ici et là, notamment l'affaire de la suspension de la compagnie de transport STM, l'affaire de la construction de l'aéroport international Diori Hamani, etc. Je propose de suivre dans un élément de notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Abdelaziz Mamadou. Ceux qui s'attendent à des invectives de ma part se désillusionnent. Tout comme je n'insulte pas l'avenir, je n'insulterai jamais le passé. Déclaration de Omar Hamidou Tiana à l'occasion de la cérémonie de passation de service. L'ancien locataire du ministère des Transports a dressé son bilan à la tête des 2 ministères qu'il a occupés depuis 2011. D'abord au ministère des Mines et de l'Industrie, où sur le plan minier, j'ai réussi le démantèlement de la fameuse plateforme et la signature de l'accord de partenariat stratégique APS, qui permet au Niger, 1. de continuer à vendre son uranium à un prix au-delà du marché. 2. De diriger Cominac et Soumaïr par des Nigériens. 3. La construction des sièges des sociétés minières sur la route de l'aéroport. 4. La mobilisation de plus de 100 millions d'euros pour la réhabilitation de la route Tawa-Arit, qui malheureusement n'a pas encore commencé. Mon action à la tête du département de l'industrie a permis de porter haut la voix du Niger à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, d'adopter un nouveau code des investissements qui a permis le développement des transports interurbains. Au ministère des Transports, pour reprendre une expression du sympathe, nous avons remis ce département sur les rails. Nous avons redonné de la visibilité à ce ministère et instauré un dialogue social, mis fin à plusieurs tracasseries administratives dont étaient victimes des taxis, des transporteurs et des usagers. J'ai rendu effectif le guichet unique automobile avec Souni Loga, dont je félicite encore le promoteur. Mais je pense que notre plus gros fait reste l'élection de notre compatriote Mohamed Moussa à la direction générale de la SECNA, à laquelle pourtant beaucoup de travail. Un de mes regrets est certainement celui des membres de la commission de négociation et celui de n'avoir pas pu faire la modernisation de l'aéroport de Niamey, comme j'ai pu librement le faire sans interférence d'intérêt particulier pour l'aéroport de Tawa, CNR et Maradi. Peu après, le président de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, sans pour autant l'annoncer publiquement, a dévoilé quelques raisons de son départ du gouvernement de Birji Rafini, la loi des finances 2018. Cependant, tout en saluant l'approche programme du budget 2018, certains aspects de la nouvelle orientation économique sont contraires à mes principes humanistes et à mes convictions libérales. Chaque Nigérien a le devoir de faire des critiques constructives avec responsabilité et l'engagement qui est le sien, et donner son avis sur la gestion de la nation sans heurter à aucun moment la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, arriver et partir sont consubstantiellement une loi naturelle à laquelle nul ne saurait s'opposer. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je prenais service ici même dans cette salle. Et me voilà aujourd'hui en train de passer le témoin à mon grand frère et ami Mamadou Karidjo, que je félicite à nouveau. Pas un mot sur la situation des militants de son parti qui font objet de poursuites judiciaires, encore moins sur la reprise des activités de la compagnie de transport suspendue quelques jours avant son départ du gouvernement. Ce qui est sorti est connu désormais de tous. Le reste revient à l'histoire et d'autres personnes plus qualifiées que moi seront chargées de l'écrire, a conclu Omar Hamidou Tiana. Alors, comment ça va? Un limogeage en bonne et due forme, dit le canard déchaîné. L'actualité qui dit que Ladan Tiana claque la porte du gouvernement. Mutation, Ladan Tiana, les raisons de limogeage.
l'événement, les raisons d'une démission, éviction. Vous dites catégoriquement qu'il a été limogé. C'est clair, parce que bon, d'habitude, comment ça se passe? Vous voyez par exemple le ministre anglais de la Défense qui avait démissionné, qui avait sur son compte Twitter annoncé avoir démissionné. Il l'a annoncé sur son compte Twitter après avoir déposé la démission au niveau de la Première ministre Theresa May. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous déposez le document au niveau du Premier ministre, après vous faites un tweet pour annoncer, informer l'opinion que vous venez de déposer votre démission. Mais on ne démissionne pas sur Twitter, non. On ne démissionne pas sur Facebook, on ne démissionne pas sur WhatsApp. On démissionne en déposant un document en bonne et due forme. Bien, il ne l'a pas fait. En réalité, selon les informations que nous avons, l'agent a pris le devant parce que tout simplement il sentait le coup venir. Parce que l'information que le canal de Chenel a donnée, c'est qu'avant que ce limogeage intervienne, il lui a même été demandé de donner un nom au niveau de sa formation politique pour le remplacer. Ce qui n'a pas été fait. Juste, ça n'a pas été fait. Mais pourquoi l'a-t-on limogé? Voilà les raisons, en réalité, qu'on ne dit pas aux gens. Lesquels? La gestion de la question de l'aéroport de Niamey, c'est un projet qui tient beaucoup au président de la République. Et les travaux n'ont pas commencé. Et que ça devait commencer depuis 2016. Les travaux d'agrandissement de l'aéroport de Niamey. Et quand on sait qu'en 2019, le Niger a un grand sommet qu'il va accueillir, c'est quand même inquiétant. L'aéroport de Tawa, on n'a pas commencé. Et les informations qui circulent ne sont pas du tout... c'est la faute du ministre des Transports. En tout cas, c'est clair. C'est ce que les informations nous disent. Et surtout, les raisons qu'on invoque ne sont pas du tout à l'honneur de ce ministre-là. Vraiment. J'ai dit, vous savez, c'est un homme politique. Quand il vient, il dit oui, je fais ceci, et je reste dans l'alliance. Mais si vous restez dans l'alliance, il fallait proposer un nom au niveau de votre formation politique. Quelqu'un peut vous rappeler. Non, le parti Amin n'a pas dit officiellement, jusqu'ici, il n'a pas fait une déclaration officielle. Le président lui-même ne l'a pas dit s'ils vont rester ou non, s'ils vont continuer à rester dans l'alliance. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de déclaration. Et moi, j'ai dit, il fallait quand même proposer, si tant que vous êtes dans une dynamique de vouloir rester dans l'alliance. Parce que, j'ai dit, en ne proposant pas quelqu'un au niveau de son parti pour le remplacer au niveau du gouvernement, il a commis 2 erreurs. Il a porté un coup à la mouvance, n'est-ce pas? Et il a porté un coup à sa formation politique qui dispose des cadres compétents qui peuvent le remplacer. Donc il ne l'a pas fait. Maintenant, il fait de la politique, bien sûr, parce que quand il dit la raison pour laquelle j'ai démissionné, c'est le projet de loi de finances. Il essaie de surfer sur la vague. En réalité, pour essayer d'avoir la sympathie populaire, parce que c'est la mode. Vous comprenez? Mais Garek, quand tout à l'heure vous disiez que ce remaniement technique a eu lieu à cause de l'urgence du cas. Mais qu'est-ce qui est urgent ici? Si c'est prévu, ce limogeage et tout ce remaniement est prévu, mais pourquoi on a eu l'impression que ça s'est précipité et qu'on a fait ça de façon dans l'urgence comme du coup? Vous dites qu'il faut régler, il y a un problème qui s'est posé au dernier moment. Non, la précipitation a découlé du tweet du Ladan. Mais sinon, le gouvernement était serein. Non, mais je vous le dis, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, même tout le monde était serein. C'est-à-dire qu'inéluctablement, la Lentana allait partir. Et c'est qu'il a précipité le truc pour faire un tweet. Il allait partir. Mais il allait, oui. Mais il allait partir. Ce jour-là, ce lundi-là, il devait partir. En tout cas, il allait partir rapidement dans les heures. Parce qu'un ultimatum lui a été donné. Pour que dimanche. Par le Premier ministre ou le Président de la République? Mais par le Premier ministre, pour que dimanche, à partir de 17h, avant 17h, qu'il donne un nom concernant celui qui va le remplacer au niveau de Amin dans le il ne l'a pas fait. Donc c'est pour vous dire que la machine était en marche en réalité. C'est-à-dire il va nier des choses, mais la réalité elle est tout autre. C'est que il a rencontré le président de la République, le président l'a renvoyé au Premier ministre. Le Premier ministre lui a dit non, tu vas partir. Maintenant, ça veut dire que lui, l'ADA savait qu'il allait partir, le ministre de l'Industrie savait qu'il allait partir, le ministre de l'Hydraulique savait qu'il allait partir, Madame Kafa savait qu'elle allait se retrouver au ministère de la Fonction publique. Non, Madame Kafa, on savait très bien que c'était un problème assez délicat. Il y avait une polémique qui est vraiment qui se fait même à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. On savait très bien que à la faveur d'un petit remaniement, on allait pouvoir soit la faire partir, soit la changer le poste. C'est clair, hein? Maintenant, pour les autres, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dit qu'il y a une chose, c'est l'urgence
en tout cas qui a amené à ce que ces postes-là, que ce ralliement technique ait lieu. Et donc, on peut faire de la politique, mais ce qu'on raconte, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Parce que j'ai dit, l'Adam a voulu chercher à surfer sur la vague en parlant de la loi de finances, le projet de loi de finances qui selon lui contiendrait. Mais ce n'est qu'un projet. Pour moi, là où la raison ne tient pas, c'est que l'Adam aurait dû attendre quand. Mais la discussion s'est faite sur les projets. Non, mais attendez. Les discussions se font sur le projet de loi. Abdraman, sois logique. Oui. Moi, je ne peux pas démissionner sur la base d'un projet de loi de finances. J'attends de voir quand la loi de finances va être adoptée et que je vois que effectivement les mesures que je contestais sont dans cette loi de finances. En ce moment, je dis. Ce projet a été déjà adopté par le gouvernement. Oui, mais gouvernement. Mais il n'est pas encore applicable. Il n'a pas à invoquer cette. Pour moi, cette raison-là ne tient pas à la route. Okay. Et ça prouve déjà que ce n'est pas ça les raisons. D'accord. Donc, je dis. Il faut savoir lire entre les lignes, mais ce n'est pas ce qu'on nous a. C'est-à-dire qu'il y a un écran de fumée, mais derrière l'écran de fumée, il y a la réalité. Ok, d'accord. Voilà. Oui, où c'est ça? Pour moi, cette histoire d'urgence-là, je ne crois pas qu'il y a une quelconque urgence. Par exemple, quand il y a un renversement du régime avec les régimes de transition, souvent, quand ils passent, on dit les SG des ministères sont chargés de gérer les affaires courantes. Où est l'urgence? Si le monsieur a démissionné, il ne faut pas montrer qu'il y a une faille. En tout cas, que la MRN est en train de se fissurer. Et il ne va pas quand même... Je considère que c'est quand même pas quelqu'un qui va s'élever juste par tout dire je m'en vais du gouvernement sans avoir préalablement déposé quand même ici la procédure pour démissionner ici. Et certainement, il a suivi cette procédure-là. Et que c'est à partir de ce moment, on ne lui a pas donné peut-être le machin, le retour. Il a préféré prendre le devant pour dire je m'en vais. Ce titre serait intervenu après une rencontre qu'il a eue avec le Premier ministre. Voilà, je m'en vais, je démissionne. Quelques instants après une rencontre qu'il aurait eue. Moi je ne vois pas à partir de ce moment l'urgence, et une urgence qui va amener jusqu'à faire des réaménagements. Un réaménagement au niveau du gouvernement où on profite de cette situation pour changer de poste à quelques ministres, pour faire venir 2 nouveaux ministres, en tout cas 2 nouvelles têtes dans le gouvernement. Moi je ne vois pas où est l'urgence. 3 nouvelles têtes. 3 nouvelles têtes. On peut attendre sagement et puis faire un remaniement en profondeur. C'est ça que les gens attendaient. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est plus urgent que, comment vais-je dire, quand il s'est agi de nommer, de faire les élections locales, c'est beaucoup plus urgent. Il y a des conseillers qui continuent à siéger, et, comment vais-je dire, hors mandat. Il y a un député qui devait être élu dans la circonscription ordinaire de Maradi. On devait faire l'élection le 31 juillet, ça n'a pas été fait. Pourquoi c'est urgent? Parce que c'est la loi qui dit, voilà comment il faut faire. Mais un gouvernement, où est l'urgence? Parce que même s'il quitte, les instances vont être gérées par les ministres, ou du moins le staff technique du ministère. Ils vont pouvoir continuer à gérer le SG, notamment du ministère et autres. Il n'y a aucune urgence. Ça veut dire qu'il ne faut pas montrer qu'il y a une faille. Voilà un peu la logique qui a prévalu dans cette affaire. Et ça a permis de pouvoir faire le jeu de chaises musicales. Il y a le problème de la fille de, comment avait dit, de Jacques, qui avait des problèmes avec, comment avait dit, le Premier ministre, par rapport à la gestion d'un projet. Il fallait lui trouver un point de chute. Et on lui a trouvé le point de chute pour ne pas créer la zizanie, parce qu'il y avait la zizanie. Et même le père Jacques est rentré dedans. Dedans, des journaux ont écrit ça. Maintenant, qu'on vienne raconter autre chose pour dire, moi j'ai dit, c'est pas ça le plus important. Ce que les gens attendent aujourd'hui, dans un contexte de récession économique, de crise financière au niveau, comment dire, étatique, c'est que les gens attendent. Alors, pour vous, Séné, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles là-dedans... Il y a plusieurs raisons. Hein. Ils les ont mentionnées à plusieurs réunions dans le cadre de la gestion de leur parti, avec les histoires de maires qu'on enlève de Amen, qu'on fait partie, pendant que d'autres maires sont là qui ont posé les mêmes types d'actes. Et tout ça là, ça certainement, ils ont accumulé, et certainement il y a la pression des cadres de son parti, et qu'il a préféré s'en aller. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec lui, il parle de libéral, et dit que ses convictions libérales, en même temps il est humaniste. Non, il y a une contradiction. Par rapport au projet de loi de finances. Non, oui, bien sûr, mais quand on est libéral, on est dans un contexte libéral aujourd'hui.
On n'est pas dans un contexte socialiste, je suis désolé. Parce que les socialistes, on voit d'abord le peuple. En tout cas, le budget ne l'exprime pas. Le budget ne l'exprime pas du tout. Ouais. On n'est pas dans un contexte, parce que l'humanisme suppose quoi? C'est que je suis là aux côtés du peuple. Mais je ne suis pas là aux côtés de ceux qui ont le pouvoir, je suis là aux côtés du peuple. Mais quand tu es libéral, c'est l'ultralibéralisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans ce pays. Et quand ce qui est choquant, qu'on dise que c'est des socialistes qui mettent ça en œuvre. C'est ça qui est intriguant, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Que les socialistes viennent, ils ont passé leur temps, pratiquement quand ils étaient à l'opposition, à considérer que les autres, c'est des libéraux, ils ne peuvent pas faire des bonnes politiques. Aujourd'hui, ils viennent, ils font pire que les autres ont fait pendant qu'ils géraient. Alors, oui, Dr Amadou Hassan Boakar, l'Adan Tchana claque la porte du gouvernement ou l'Adan Tchana est limogeage en bonne et due forme? Bon, moi je pense que par rapport, nous on apprécie, on interprète ce qu'on voit, ce qu'on a entendu, parce qu'on n'a pas en tout cas, la chance comme Gary d'avoir d'autres sources d'informations. Ah oui, c'est clair. Finalement, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes informations. Il a apparemment un certain nombre d'informations, il est au courant même du délai, en tout cas de l'ultimatum qui a été donné à l'Adan Tchana de proposer un autre nom avant 17h et puis d'aller partir parce qu'il bloque le dossier de la modernisation de l'aéroport de Niamey, de ceci, tout ça là. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est ce que lui il vient de nous dire, mais je pense que quand on voit la déclaration déjà du parti suite, je crois, au limogeage et à l'arrestation d'un certain nombre d'élus, le maire, notamment celui de Niamey, le maire central de Niamey, le maire de Kolo, le maire de Karma aussi. Une certaine mise en garde de ce parti vis-à-vis de leur alliance avec en tout cas le parti présidentiel. Et puis je pense que déjà on voit les choses venir en vérité. Peut-être ça c'est quelque chose qui... c'est un événement qui en tout cas... La goutte d'eau qui a fait le base. Voilà, donc je pense que véritablement les rapports ne sont pas les plus... en tout cas les plus cordiaux entre le parti Amin Amin, son président, et le PNDS Naria. Ça c'est déjà prévisible à travers cette déclaration. Donc aujourd'hui, je pense que si c'est ce dossier-là qui a fait en sorte que c'est l'Adan Tchana en tant que ministre du Transport qui bloque délibérément l'avancée de ce dossier pour lequel en tout cas le président en tout cas, qui tient beaucoup à cœur, donc le président de la République, ça peut s'expliquer. Mais l'autre chose, si effectivement l'Adan... Sauf que ça fait 2 ans, hein. La construction de l'aéroport devait commencer en janvier 2016. Et là, on est en décembre, en novembre 2017. Le sommet de l'Union africaine, donc de 2019, je ne sais pas, l'aéroport de Dakar, pour les festivités du 18 décembre, quelque chose comme ça. Tout ça là, si c'est lui qui bloque et que bon, pour cette raison, il fallait le sanctionner, c'est une très bonne chose de sanctionner tout ministre qui ne fait pas avancer, qui n'a pas de résultat au niveau de son département ministériel. Mais aujourd'hui, quand on fait une évaluation des membres du gouvernement, je pense que je ne dirais pas tous, mais la quasi-totalité des ministres vont partir parce qu'ils n'ont pas de résultats depuis qu'ils sont venus. Donc je pense que ça, c'est un aspect extrêmement important à prendre en compte dans l'analyse. Mais au fond, ce qui est sûr, il y a un véritable problème. Il y a peut-être une des raisons. Comme tu dis, c'est parce que c'est un projet de loi de finances. Non, lui, c'est un membre du gouvernement. Le projet de loi de finances a été adopté en Conseil des ministres. Peut-être qu'il s'est déjà opposé par rapport à un certain nombre de mesures et dans le gouvernement qu'il a été mis en minorité. Moi, je salue son courage. Si ce sont ces raisons-là qu'il a avancé et qui a avancé, qui ont fait en sorte que c'est comme ça. Lorsqu'on n'est pas d'accord et on appartient à un gouvernement, compte tenu de ses convictions et de ses principes, et qu'on est mis en même temps, on n'est pas d'accord, justement, autant jeter l'éponge. L'autre chose, maintenant, si l'Adan Tchana, justement, refuse de proposer le nom de son militant qui doit le remplacer, ça veut dire que l'Adan Tchana est en train de réviser son rapport, le contrat, en tout cas, l'accord politique qu'il a signé avec le PNDS Naria. S'il va continuer à rester dans un gouvernement qui applique des choses qui sont contraires à ses principes et à ses convictions, sûrement dans les jours à venir, le parti Amin Amin va prendre ses responsabilités pour clarifier sa position. S'il doit sortir du gouvernement, ils vont le faire et assumer les conséquences qui s'imposent. Et on a tendance à l'oublier, le parti Amin Amin est quand même le premier parti à avoir signé une convention écrite avec... Oui, mais laissez-le finir. Oui, donc c'est ce que j'ai dit. Maintenant, de toute façon, c'est le seul parti pour les élections, en tout cas de 2016, qui a signé formellement un accord politique avec le PNDS Naria. Maintenant, bon, si les uns et les autres ont violé, de toute façon, ça c'est entre eux. Mais ce
que sûr, le parti doit forcément clarifier sa position vis-à-vis de la mouvance pour la renaissance du Niger dans les jours à venir. Donc moi je pense que, puis bon, moi je m'en tiens à ça pour l'instant par rapport à ce qu'il a dit, mais c'est que sûr, on est au Niger, les raisons profondes ou les raisons évidentes qui l'ont fait partir du gouvernement, pour l'instant c'est qu'on constate, soit qu'il aurait démissionné ou qu'il aurait été limogé. Le plus important c'est qu'on constate qu'Amin ne fait plus partie du gouvernement, et c'est que sur les jours à venir, les gens les uns et les autres vont dire exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que la Dantana parte. Et comme je l'ai dit, moi de mon point de vue, et si c'est juste le départ de la Dantana, on n'aurait pas dû régler le problème du ministère de l'Industrie, le ministère de la Population et le ministère de l'Hydraulique. On aurait dû attendre vraiment le moment où on va faire le remaniement en profondeur, le faire une bonne fois pour toutes et apporter des réponses à plusieurs préoccupations des Nigériens. Oui, Ousseli. Alors, ce que je veux juste un peu faire remarquer, c'est que vous voyez bien que quand il a quitté, c'est un militant du PNDS qu'on a mis à sa place systématiquement. On dit que non, il n'a pas voulu proposer un nom. Qu'on apporte les preuves. C'est bien beau de venir dire non, il n'a pas voulu donner le nom d'un militant, tout ça. On ne dit pas les arguments pour lesquels il a quitté. Il a donné quelques arguments, ou du moins il a survolé quelques machins. Mais non, moi je pense que c'est par rapport aux raisons officielles. Voilà. C'est-à-dire que officiellement on ne dira jamais les raisons. Lui-même il ne dira jamais les raisons pour lesquelles il est parti, encore moins le gouvernement ne le dira. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne font que des spéculations. On pense que c'est suite à la décision de suspendre provisoirement la société STM qui a repris le travaux. On dit qu'il paraît qu'il y a eu une pression pour qu'il rapporte l'arrêté de suspension qu'il aurait refusé. Quelque part de ce point de vue, peut-être il y a un grain de vérité parce que le lendemain, justement, on a rapporté le premier arrêté pour permettre à la société de reprendre les activités. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit, il y a un problème entre son parti et la mouvance présidentielle. De toute façon, les jours à venir vont nous édifier un peu plus par rapport à ça. C'est bon, c'est... Oui, non, c'est bon. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, une fois de plus, je le répète, ce n'est pas ce qu'on avance qui est forcément la réalité. Et d'ailleurs, l'affaire de STM, à aucun moment dans le discours de passion avec le Ekari ça n'a filtré. À aucun moment il n'a parlé de ça. Donc c'est pas ça, c'est faux. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires aux gens. C'est faux. Il n'y a pas l'affaire de STM. Non, la raison là, la raison intrinsèque là, elle est là. C'est-à-dire que le gouvernement, en fait, voilà ce qui se passait. Mais même la raison dont vous parlez, il faut que tu nous respectes et tu respectes nos téléspectateurs. Mais ce que tu dis, ce n'est pas une parole d'évangile. Non, ce que je suis en train de vous dire. J'arrive. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, je ne dis pas que c'est. J'ai dit ce que les gens sont en train de. Pas vous. Je ne m'adresse pas à vous, Amoudou. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui sont en train de. Vous êtes en train de rapporter ce que les gens disent. J'ai dit. Vous avez tendance à nous faire croire ce que toi tu dis là. C'est ça la vraie raison. Non, j'ai dit pourquoi. J'argumente. Non, en fait, si c'est ça. Dans le discours de Tchana. Vous avez le rapport, mais même si c'est ça, mais même le problème de l'aéroport, il n'a pas évoqué dans ce machin. Il a dit que j'ai fait ça, j'ai fait à l'aéroport, j'ai fait à l'aéroport. Non, l'aéroport de Niamey, il n'a pas évoqué. Il est fier d'avoir réalisé. Voilà. La modernisation de l'aéroport. Il dit c'est un des regrets qu'il n'a pas pu réaliser. Il a dit c'est un des regrets qu'il a par rapport à ça. Je pense qu'il faut qu'on soit tous patients. C'est que sûr qu'on est au Niger. Tôt ou tard, les vrais mobiles vont sortir. Les mojages de sa démission vont sortir un jour dans notre pays. Moi, je pense que personne ne détient la vérité parce que on n'est pas la Dantana qui a dit officiellement les raisons pour lesquelles. Il y a des éléments. Oui, mais attendez, nous sommes quand même des journalistes, nous avons des sources, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous fonctionnons, c'est comme ça que nous allons fonctionner, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Dans 1000 ans, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Nous avons nos sources, n'est-ce pas? Et donc, je vous dis, ce qu'on vous raconte, c'est pas ça. Et j'ai dit, l'affaire de STM là n'a rien à voir. Non. Il y avait un agenda, le gouvernement était en train de plancher sur ce léger remaniement là. Ce léger remaniement là, on l'a appelé pour lui dire qu'il va partir de proposer quelqu'un, il ne l'a pas fait. Ça, c'est une information, je peux vous dire, sûr. Il ne l'a pas fait. Mais personne n'en a parlé. Bon, voilà, le remaniement. Mais c'est ce que je vous dis. Prévu longue date. Mais c'est ce que je vous dis. Mais personne n'en parlait. Mais c'est ce que je vous dis. Nous avons nos sources. Et c'est pas ce que c'est. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis d'accord avec une chose. Et sauf que vous-même, vous avez été pris de court. Non, j'ai pas été pris de court. Mais écoutez, j'ai mes sources. Vous parlez d'urgence tout à l'heure. Oui, quand j'ai dit urgence, je veux dire par là qu'il y avait un léger remaniement qui était dans le pipeline. N'est-ce pas? Et il savait qu'il était dedans.
Donc il a été appelé. Il a été appelé. Il a été appelé. Si, il a été appelé. Voilà, il a été appelé. Je vous dis. D'accord. Je ne mets pas le conditionnel. Hein. D'accord. Vous avez remarqué, je ne mets pas le conditionnel. Je ne dis pas il aurait été. Non. Oui. Il a été appelé. D'accord. Et on lui a fait signifier qu'il va partir de proposer quelqu'un. Il ne l'a pas fait. Donc il l'a pas fait, il a pénalisé encore sa formation politique parce qu'il y avait des cadres certainement qui pouvaient faire le travail. Il ne l'a pas fait. Maintenant, la situation de son parti avec la mouvance, c'est sûr que c'est délicat parce que déjà là, en ne proposant pas quelqu'un, il se met dans une situation de conflit au sein de la MRN. Ah oui, de fait. Parce qu'on vous a dit de proposer quelqu'un. Même, ils créent les conditions de conflit. Le problème c'est qu'on a des formations politiques où habituellement on dit que c'est le président. Ça veut dire que d'abord les présidents qui se proposent comme ministre. Déjà ça c'est des anomalies et il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont dans la même situation. N'est-ce pas? C'est des présidents de partis qui sont proposés. Donc les présidents considèrent que bon, si c'est pas lui, ce ne sera personne d'autre parce que c'était lui le président. Alors que prochain gouvernement, beaucoup de leaders de partis politiques. Moi ce que j'ai dit, moi je conseille aux leaders de partis politiques qui sont au niveau du gouvernement vraiment de laisser la place à d'autres cadres et de partir gérer le parti. C'est pratiquement tous les leaders. C'est pratiquement tous les leaders. Non, c'est pas ça la raison. Oui. J'ai dit que voilà pourquoi peut-être il n'a pas proposé. Parce que je me dis que si c'est pas lui, ce sera personne d'autre. C'est tout. Mais je vous dis, l'ADAN n'a pas démissionné. D'accord. L'information va sortir. Et il n'y a qu'à voir la précipitation avec laquelle, encore une fois, ce remaniement a eu lieu et les conditions dans lesquelles il a été annoncé publiquement. Donc, ça va être vraiment... Mais ça n'a pas concerné une seule personne. Ça veut dire qu'il y avait un travail qui était là. Ça n'a pas concerné une seule personne. Ça a concerné plusieurs portefeuilles ministériels. Ça veut dire que ce n'était pas aussi précipité que les gens veulent le comprendre. Il y avait un travail. Les gens ont été nommés dans l'urgence, c'est le cas par exemple du ministre. Et on en arrive dans. C'est le cas du ministre des Transports. Oui, mais c'est pour ce poste-là, oui. Qui est président quand même de la Haute Cour de Justice. Vous n'allez pas me dire que c'est la veille qui n'a pas démissionné de sa fonction, son poste de président de la Haute Cour de Justice. Qu'il occupe depuis le début de ce deuxième mandat, donc M. Karidjo Mamadou, et ça fait polémique. Je propose de suivre cet élément de la télévision Bonferré avec Balima Bourema. Aussitôt sa démission constatée, le désormais ex-ministre sous la Renaissance Acte 2, Omar Hamidou Tiana, est remplacé par Karidjo Mamadou, président de la Haute Cour de Justice. Cette nomination soulève un vrai imbroglio politico-juridique selon les spécialistes. En effet, pour le constitutionnaliste Dr Amadou Boubacar Hassan, Karidjo Mahamadou doit donner sa démission au préalable au président de l'Assemblée nationale avant toute nomination au sein du gouvernement. Les membres de la Haute Cour de justice sont nommés pour la durée de la législature et ils sont inamovibles. Les membres de la Haute Cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature. Ils sont désignés avec la fin de la première session ordinaire de la première législature. Les implications de cette inamovibilité sont exposées par le constitutionnaliste Dr Amadou Boubacar Hassan. L'inamovibilité suppose que on ne peut pas en fait les changer, on ne peut pas les révoquer ou les suspendre pendant la durée de la législature, puisqu'on dit qu'ils sont inamovibles pendant la durée de la législature de 5 ans. Parce que pour certains fonctionnaires, c'est justement cette prérogative qui consiste à ce qu'ils ne soient pas remplacés, qu'ils ne soient pas révoqués ou suspendus pendant l'exercice de leur fonction. Donc là, ça suppose que pour eux, c'est une inamovibilité d'une durée de 5 ans. Et là, sauf démission de sa part, justement, il ne peut pas aller dans une autre fonction. C'est pas sur le plan formel. Bon, maintenant, les gens ont fait autre chose comme ils ont l'habitude de le faire. Ça, c'est un autre problème. Les procédures ont-elles été respectées? En tout cas, cette démission, selon Amadou Boubacar Hassan, doit suivre une procédure devant le bureau du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas être nommé dans le gouvernement à moins qu'il ne démissionne d'abord en tant que membre et président de la Haute Cour de justice. C'est ce que dit l'article 6 de la loi 2011-41 du 14 décembre 2011 fixant les règles de procédure à suivre devant la Haute Cour de justice, parce qu'il a prévu seulement le cas de décès, de démission ou d'incapacité des membres à exercer ces fonctions. Donc si dans l'esprit de ce texte-là, le législateur a bien voulu qu'il y ait incompatibilité au-delà de ces 3 situations de décès, de démission et d'incapacité à exercer la fonction, on aurait dû prévoir la question d'incompatibilité qui
est régi par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président, la Haute Cour de justice, c'est une institution de l'Assemblée nationale. Il présente sa démission au président de l'Assemblée nationale qui doit informer la conférence des présidents et les autres membres du député pour dire que bon voilà, le président de la Haute Cour de justice vient de démissionner de sa fonction du président et de membres de la Haute Cour de justice. Là, au moins, c'est un acte qui est non équivoque. C'est très formel, c'est très clair. Maintenant, à partir de cet instant, il peut accepter une autre nomination. L'arrivée de Karidjo Mahamadou, ancien ministre de la Défense nationale et député au titre de la région de Niamey, n'a pas respecté les textes en vigueur. Une précipitation qui risque de coûter cher au gouvernement sur le plan de la gouvernance politique et juridique. Alors voilà, donc le petit souci d'interprétation que cette nomination pose, Dr Amadou Sambaka, vous disiez dans tellement que c'est un porte-à-faux avec l'article 143 de la Constitution qui parle quand même de comment, et la loi sur la Haute Cour de justice, oui, qui disent comment est-ce que un membre de la Haute Cour de justice doit quitter cette institution. Donc l'article 143, donc alinéa 5, dit que les membres de la Haute Cour de justice sont en tout cas inamovibles pendant la durée donc, de la législature. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont désignés, vous savez que la Haute Cour de justice est une institution auprès de l'Assemblée nationale, dont les membres sont composés en partie donc des députés, 4 députés et 3 hauts magistrats. Donc les 4 membres sont élus au sein de l'Assemblée nationale, et lorsqu'ils sont élus membres de la Haute Cour de justice, ils le sont pour la durée de la législature. Donc c'est-à-dire que pendant les 5 ans, ils sont inamovibles. Et la question, donc le concept d'inamovilité, ce sont des prérogatives qui sont attachées donc à la fonction d'un certain nombre de fonctionnaires ou de magistrats pour leur permettre d'être indépendants. Donc pendant la durée de leur fonction, ils ne peuvent être ni déplacés, ni changés, ni suspendus ou être revoqués. Donc c'est ça l'inamovilité, c'est une garantie d'indépendance. Et la loi 2011-41 du 14 décembre sur la procédure, le fonctionnement de la Cour de justice et la procédure à suivre devant elle, à son article 5, reprend les dispositions de l'article 143 alinéa 5, par rapport à la question d'inamovilité pour la durée de la législature. Et l'article 7 de cette même loi, c'est elle qui précise les 3 cas de figure dans lesquels le membre de la Haute Cour de justice peut être remplacé, par exemple. Donc il a cet article 7-là parle du décès, de la démission ou de l'incapacité du membre à exercer ses fonctions, où il sera remplacé dans les conditions de son élection prévues à l'article 6 de la loi 2011-41. Et là, après, en tout cas, après investigation, j'allais dire, puisqu'on s'est renseigné pour savoir est-ce que le député Karidjo, président de la Haute Cour de justice, avait démissionné avant qu'il ne soit nommé membre du gouvernement. On nous a rapporté qu'en tout cas, dans la matinée du lundi, il n'y avait pas, comme Garé l'a dit, une lettre en tout cas formelle de sa démission qui aurait été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui justement justifie un peu sa nomination au niveau du gouvernement, et que cela ne violerait pas l'article 143 alinéa 5 de la Constitution et l'article 5 et 7 de la loi sur la Cour de justice. Voilà. Alors, à ce propos, le journal L'événement titre remaniement ministériel, la Constitution piétinée. Remaniement ministériel, la Constitution piétinée. Alors, Garé, donc une autre polémique qui est ouverte par rapport à cette nomination, preuve que ça a été précipité. Non, ce n'est pas que ça a été précipité. Je vous explique, je vous dis. Ou bien c'est une méconnaissance de la loi. Non, c'est pas une méconnaissance. Il y a déjà un débat, hein, je vous dis, c'est le point de vue d'Amadou Sambaka. Ah non, les dispositions de l'article 143. Non, je vous dis. Débat par rapport à quoi? Et la loi est de la loi aussi. Attendez, calmez-vous. Je dis, j'ai interrogé des juristes qui m'ont dit que non, l'inamobilité, ce n'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ce que non, c'est une mesure juste de protection. Et que de la même façon, écoutez, laissez-moi parler. Je vous ai parlé. Voilà, je ne suis pas un juriste. Je reconnais, c'est pas mon domaine. Je laisse d'autres juristes venir. En tout cas, ce quereller avec Amadou Sambaka, ce n'est pas mon rôle. Je vous dis ce que moi, les gens que j'ai interrogés, qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que de la même façon qu'un député peut être nommé au gouvernement, n'est-ce pas, sans qu'il dépose une démission, et ça a été fait, de la même façon que Karidjo était un député, il a été nommé
et que... Il y a des dispositions par rapport à la nomination de député. C'est ce qu'on m'a dit. La fonction de député est incompatible avec oui, mais des députés ont été nommés on dit que c'est incompatible avec celle de sans qu'ils aient déposé une... S'il te plaît, ne fais pas d'amalgame. Non, je suis en train de vous dire. Le député, si Karidou était simple député, il pouvait être nommé au gouvernement sans aucun problème. Le régime de l'incompatibilité est réglé au niveau du règlement intérieur et de l'article 80 de la Constitution qui précise clairement que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. En l'espèce, le problème qui se pose, c'est parce que Karidou est président de la haute cour de justice. Il devrait démissionner de ses fonctions de président de la haute cour de justice et de membre de la haute cour de justice. Il reste simple député jusqu'à la nomination. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Moi, je vous dis ce que des juristes m'ont rapporté. Oui. Et sauf que c'est pas clair ce que vous dites. Non, ce qu'ils disent, c'est que l'inamobilité, c'est juste une mesure de protection, que ça n'empêche pas quelqu'un d'être nommé à un poste. Et que surtout que Karidou est un député, voilà c'est l'explication qu'on m'a donnée. Je ne vous dis pas ce que moi je pense. Ça veut dire que demain, la présidente de la Cour constitutionnelle peut être nommée membre du gouvernement. Mais je vous dis ce qu'on m'a dit. Maintenant, j'ai dit, je laisse aux juristes venir se combattre Amadou Boubacar parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas faire le grand savant. Mais ce que j'ai dit, laissez-moi finir. Calmez-vous. Donc, ce que j'ai dit, oui, laissez-moi parler. Quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Donc, ce que j'ai dit est très simple. J'ai dit voilà ce qu'on est en train de dire. Mais bon, j'aimerais que ces juristes-là puissent apparaître. N'est-ce pas? De la même façon qu'Amadou Boubacar. Voilà, moi c'est ce que je veux. Vous comprenez? Voilà, parce que bon, j'aimerais que les gens t'expliquent. Il aurait dû sortir vraiment pour expliquer. Moi, c'est que s'il y a une autre, voilà. Le droit, justement, c'est la doctrine sur les débats sur le plan juridique. C'est ce qui fait la force de la science. Moi, je donnais justement mon interprétation des textes de loi. Effectivement, je ne suis pas le seul juriste. L'idéal serait que le juriste le juriste qui t'a dit que l'incompatibilité c'est juste une mesure de protection, ça n'a pas. L'inamobilité du moins. Donc c'est une mesure de protection. Il aurait dû justement sortir au grand jour pour qu'on voit qui est ce juriste. Mais c'est qui respecte l'opinion. Et là, je pense que les gens vont se faire une opinion et les gens peuvent aller dans le lexique des termes juridiques, qui est un dictionnaire, où les gens vont voir la définition et avoir ce que je suis en train de vous dire, c'est que le point de vue de Amadou Boubacar n'est pas celui qui est en train de prévaloir partout. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Ce qu'il y a d'autres points de vue qui sont en train, mais qui ne sont pas publics. Et moi, je souhaite à ce que ces gens-là, qui ont ce point de vue-là, puissent avoir aussi le courage que lui, il a eu pour partir, pour venir dire. C'est ça qu'il fait. Mais je vous dis, ce n'est pas son point de vue qui est en train d'être le seul à en circuler, par rapport à ce cas de cas. Oui, alors, c'est ça. Moi, le mot inamovible, l'inamovibilité, on n'a pas besoin d'être juriste. On prend le dictionnaire, c'est clair. Le droit, c'est différent. Non, je suis désolé. Le droit, c'est pas dans une autre langue. Le droit, c'est pas dans une autre langue. C'est dans la langue française, dans la langue anglaise. Et le droit, partout dans le monde, en tout cas par rapport au terme, c'est clair. Quand on dit inamovible, on ne peut pas bouger. C'est clair. Aucun machin, ce n'est pas une mesure de protection. Quand on dit le juge est inamovible, la mesure de protection, c'est l'immunité. L'immunité, voilà. Mais quand on dit inamovible, ça veut dire qu'une fois qu'on est nommé, et on tient compte du fait d'une chose, c'est que c'est une institution. C'est une institution, la haute cour de justice, c'est une institution. À partir du moment où il a été nommé, normalement, les trois mécanismes là, ou du moins qui sont prévus, les trois cas de figure, ils devaient au moins se respecter. En tout cas, on devait être la démission, la démission ou l'incapacité qui doit être constatée. Ça n'a pas été le cas. On l'a pris. Ça dénote tout simplement de quoi? C'est que, comme l'a dit l'événement, on piétine la Constitution. À chaque fois que le pouvoir veut atteindre un but, il piétine allègrement la Constitution. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui est critiquable. Parce que de l'autre côté, on dit la loi et la force reste à la loi. Force reste à la loi. Mais non, la loi, commencez par respecter la loi pour faire comprendre aux citoyens, parce que c'est vous qui devez donner le bon exemple. Mais quand vous piétinez comme ça allègrement la Constitution, tout simplement, on prend un président de haute cour de justice, on le nomme ministre. Il n'y a pas de démission, parce que on devait être dans ce cas de figure-là. La démission. Normalement, j'ai dit, on n'a pas, c'est pas une... Qui était quand même tout simple à faire, quoi. En plus, c'est ça qui dénote de ce qu'on avait, de ce dont on a débattu sur le premier point précédemment, que l'ADA a dû démissionner. Parce que je ne vois pas pourquoi il n'y a pas un autre cas du PNDS qu'on peut nommer à ce poste-là. Pourquoi c'est Carillo? On sait bien qu'il est président de la haute cour de justice. Pourquoi c'est Carillo qu'on va cibler pour lui dire viens occuper?
Parce qu'on n'a pas fait peut-être le casting pour voir qui peut occuper valablement, mais Cario, il fait partie du prix Carré, il faut le faire. Mais moi, honnêtement, je pense bien. Je pense que ça leur a échappé qu'il est président de la Haute Cour de justice et que l'article 7 de la loi a prévu qu'il fallait démissionner. Voilà. Moi, je pense que ça. Mais c'est justement ça qui montre. En fait, ce que j'ai dit, en fait, pourquoi, par exemple, j'ai demandé à ce juriste-là, parce que moi aussi, ça m'a gêné. Parce que quand j'ai vu. C'est juriste fantôme là que personne ne connaît. Non, mais j'ai interrogé plusieurs juristes. Mais le premier, oui, ils disent la même chose. Le premier que j'ai interrogé, il dit, mais attendez, je lui ai dit, mais Karigo est président de la Cour de justice. Est-ce que, comme ça, il peut être le gouvernement? Il me dit non. J'ai dit, parce que bon, j'ai dit, mon ami Amadou Samboukara a dit sur Niger 24 que blablabla, blablabla. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit non. C'est pas ça, c'est blablabla. J'ai dit, je vous dis ce qu'on a dit. Mais c'est un débat de juristes entre eux. S'ils veulent se concasser, qu'ils se concassent. Pour que la lumière puisse sortir. D'accord. Mais moi, je ne suis pas un homme de droit. Docteur, on va évoluer. Oui. Je ne fais pas du sentiment. Et chaque fois, quand je fais un raisonnement sur le plan juridique, 30 secondes. J'invoque à l'appui un texte et je l'ai dit, tout celui qui veut peut se référer. Moi, je ne fais pas du sentiment. Parce que moi, je suis universitaire, je suis astreint à une certaine neutralité axiologique quand je fais de la science. J'ai le devoir d'honnêteté intellectuelle par rapport au travail vraiment d'éducation civique des citoyens à laquelle je contribue. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas le faire. Moi, je ne suis pas un juriste vraiment de l'à peu près. Je ne fais pas du sentiment. Pour moi, le droit n'est pas élastique comme les gens. Non, ce que j'ai dit. Non, je suis en train de te dire. Oui. Mais ton juriste là. Oui, ce que j'ai dit, c'est que c'est pas. Voilà. Ce que tout le monde n'est pas. Je suis d'accord. Voilà, que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Voilà. Sauf que c'est vrai qu'ils n'apparaissent pas, ils doivent apparaître chez les autres. Alors, on dépasse ce sujet rapidement pour aller au second. Sur le projet de loi des finances qui aurait dû intervenir un peu plus tôt. On a seulement 5 minutes pour en débattre très rapidement. Peut-être que c'est pas très grave puisque certainement le sujet va revenir la semaine prochaine et on en a déjà parlé et ça va continuer Inch'Allah la semaine prochaine. Donc cette semaine on découvre la une de quelques journaux à ce propos. L'enquêteur du 30 octobre titre à propos du projet de loi des finances 2018 de la nécessité de réécrire la loi des finances 2018, une vraie cocotte minute. De la nécessité de réécrire la loi des finances 2018, une vraie cocotte minute. Et puis, vous le savez déjà que la société civile, une partie de la société civile en tout cas, a manifesté le 29 octobre dernier pour contester les mesures fiscales contenues dans ce projet de loi des finances 2018 et qui a viré donc à la violence et à l'émeute. La roue de l'histoire titre Manif du 29 octobre 2017, les dérives de la société civile. Manif du 29 octobre 2017, les dérives de la société civile. Et puis à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État Bazoum Mohamed est intervenu sur les ondes de la télévision nationale pour un peu fustiger ces événements. Et le nouveau républicain titre, Bazoum Mohamed, l'huile et le feu. Bazoum Mohamed, l'huile et le feu. À propos de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, et les propos qu'il a tenus à cette occasion. Le journal L'événement titre Bazoum accuse, le Lumana recuse. Bazoum accuse, le Lumana recuse. Puisque dans son intervention, le ministre de l'Intérieur a accusé le parti moderne Lumana FA d'être, certains de ses militants en tout cas, d'être derrière ces échauffourées qui ont eu lieu le 29 octobre dernier. Alors, Ousseini, ça. Oui, mais rapidement, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, quoi qu'on dise, peut-être que la manifestation a dégénéré, il faut déplorer les actes de vandalisme, tout ça, qui ont eu lieu. Donc, je ne sais pas comment, certainement que la manifestation a été infiltrée. J'ai entendu Ali Idrissa se poser cette question hier sur un média, je crois, sur RFI, je crois. Mais ce n'est pas exclu quand on connaît un peu le mode opératoire de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais tout le monde se dit que les gens sont en train de protester par rapport à ce projet de loi de finances à cause des mesures fiscales qui sont qualifiées d'impopulaires. J'ai entendu les transporteurs à travers Gérard Delat, qui est président du syndicat de transport. En fait, c'est une déclaration officielle qui a été lue effectivement. Qui a été lue officiellement. Ils ont démontré, bien sûr, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils rejettent catégoriquement ce projet de loi. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la société civile, comme on le pense, il y a même les opérateurs économiques qui sont à toi, qui pensent que
cette situation-là, ça va négativement impacter la vie des populations. Et je pense que les députés ont intérêt, au lieu d'aller dans des polémiques politiciennes, je pense que les députés ont intérêt à revoir les choses. Parce que tout simplement, le tout n'est pas d'imposer ça, c'est de pouvoir faire appliquer. On ne sait jamais. Quand ça va, on ne sait jamais comment ça peut se finir, ça peut se terminer. Ça, c'est très important parce que tous les machins, les secteurs vont se mettre en branle, on ne pourrait pas les contenir. Ça, c'est clair. Ils n'ont qu'à voir quelles dispositions prendre pour créer les conditions, en tout cas, de ne pas créer une situation de tension qu'ils ne pourraient pas contenir. Qu'ils ne pourraient pas contenir parce que si c'est le forcing qu'il faut faire, le tout, d'accord, c'est une loi, on va faire, mais après, on a dit trop d'impôts tue l'impôt. Il faut qu'ils tiennent compte de ce paramètre-là ou de cet adage-là. Alors, à ce propos, je propose de suivre donc, la réaction, enfin, l'opinion ou l'avis des partis non affiliés qui sont réunis au sein du Front national des partis non affiliés pour une alternance démocratique avec Dodo Ambali qui était l'invité de l'émission les 5 dernières minutes de cette semaine. Et ces partis non affiliés n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, donc a priori ils peuvent être considérés comme exclus de ce débat parlementaire sur le projet de loi de finances 2018, mais pour autant pour Ambali, leur parti et leurs militants donc, ne sont pas exclus de ce débat et voilà ce qu'ils en pensent. Le projet de loi de finances, s'il arrive à être adopté par l'Assemblée nationale, risquerait de créer en réalité une dégradation de la parité du pouvoir d'achat des consommateurs nigériens. Parce que lorsque l'État exerce une certaine pression sur le consommateur en voulant augmenter les recettes fiscales, il va du coup dégrader le pouvoir d'achat du consommateur. Or, le consommateur nigérien, comme vous le savez, est devenu aujourd'hui très fragile, très vulnérable du fait que son revenu est aléatoire. Alors, dans des conditions pareilles, il faut s'attendre à un taux de croissance économique erratique, c'est-à-dire qu'il risquerait, en fluctuant, de créer des tensions intenses sur notre économie. Donc c'est pour cela, pour une politique économique volontariste, un tel choix en réalité est erroné. Alors je me demande qu'est-ce qui a poussé les autorités actuelles à choisir d'appauvrir le peuple en exerçant ou en voulant exercer une telle pression fiscale. C'est pour cela, de manière technique, nous, partis politiques non affiliés, nous avons rejeté systématiquement et en bloc ce projet de loi de finances. Nous l'avons même qualifié de loi satanique. Pourquoi? Parce que vous avez constaté, comme moi, la plupart des Nigériens, qu'elle attaque même certaines valeurs religieuses. Elle remet en cause même la réalité et la loi islamique au Niger. Et c'est pour toutes ces raisons nous sommes dit que les députés nigériens, si réellement ils sont des bons patriotes, ne devraient même pas s'attarder à animer un débat sur une telle loi. Voilà, oui, Gary Amadou. Oui, ce que j'ai dit, vous savez, les députés sont en train de travailler. Et les députés sont en train, au niveau des commissions, d'écouter toutes les structures. Parce qu'il y a une loi qui dit, une partie du règlement intérieur, une disposition du règlement qui dit que les députés, dans le cadre du débat sur la loi de finances, peuvent écouter, par rapport à tout texte même, ils peuvent écouter toute personne, tout groupement de personnes qui désirent apporter soit sa contribution ou qui veut protester. Voilà les procédures. Et les commissions, depuis plusieurs jours, elles sont en train d'écouter, depuis plus d'une semaine, elles sont en train d'écouter. Avant-hier, je crois que c'était la CDTN qui était partie, n'est-ce pas? En syndicat responsable, ils sont partis au niveau de la commission des finances. Ils ont rencontré les membres de la commission des finances. Un dialogue franc a eu lieu. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aurais voulu que de là, avant de faire ça, qu'on me dise que le syndicat des transporteurs est parti rencontrer la commission des finances. Il ne l'a pas fait. Au lieu de se répandre sur les médias, allez-y rencontrer. Moi, j'invite. Mais la CDTN aussi a fait une déclaration par rapport à. Mais elle n'est pas partie rencontrer. Je parle. Non, c'est la CNT qui a fait une déclaration. La CDTN aussi. Oui, elle a fait après. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si c'est avant ou après. Oui, mais vous voyez par exemple, la CNT n'a pas cherché à rencontrer la commission des finances. En tout cas, je n'ai pas eu cette information-là. Mais au moins, la CDTN l'a fait. Elle a rencontré et elle a fait.
Oui, parce que c'est son droit. Je dis, est-ce que vous assistez ça demande? Ça demande, mais ça n'est pas la commission des finances. Non. Il y a des dépôts de demande. Je vous dis en connaissance de cause, je sais de quoi je parle. Il y a des demandes qui ont été déposées. 30 secondes, il finit. 30 secondes, oui. Donc ce que j'ai dit, donc c'est comme ça que le débat doit se faire. Au lieu de se faire dans la rue, que les structures essaient de rencontrer la commission des finances. Et de toute façon, ce n'est qu'un projet de loi. N'est-ce pas? Le président de la commission des finances a bien dit, les députés sont au service du peuple qui les a élus. Ils vont faire le travail qu'il faut pour qu'ils correspondent à l'intérêt du peuple. Donc pourquoi? Mais que les gens partent rencontrer, la porte de l'Assemblée nationale est ouverte, qu'ils partent rencontrer les commissions, discuter et dire leur appréhension. L'association islamique l'a fait. Elle a été conviée. Non, c'est une demande, je vous dis. Il y avait 7 demandes qui ont été déposées, je vous dis. J'ai vu le dossier. Je ne parle pas comme ça dans l'air, moi aussi. Je vous dis ce que je sais. C'est des dossiers qui ont été déposés. C'est des demandes. Mais ce n'est pas un secret. Mais d'autres ont été à l'Assemblée nationale. Quand vous dites ça, non, c'est important. Non, c'est pas un secret. Parce que vous avez eu mais je sais que vous êtes dit. Oui, docteur Amadou Et ce que je voulais préciser, moi j'ai eu la chance de faire mon service civique à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale de 2001 à 2003. J'ai été rapporteur, je prenais note à la CAGI quand les débats se faisaient. Effectivement, quand on examinait les projets de loi, c'est comme ça que l'Assemblée nationale, la Commission générale permanente, soit saisie au fond ou sur avis, établit une liste des personnes ou de structures à auditionner pour l'éclairer dans le cadre de la loi. Donc c'est une correspondance qu'on adresse d'ailleurs. Maintenant, j'ai suivi le ministre de la Commission des Finances qui a demandé à tous ceux qui sont intéressés de venir, ils vont les écouter. Mais normalement, et qui a montré des demandes qui ont été déposées. Non, la procédure normale, c'est la commission qui invite telle ou telle structure, on leur adresse de correspondant, on fait un calendrier de passage devant la commission pour être auditionné par rapport à l'examen de tel ou tel projet de texte. C'est comme ça que ça se fait. À l'instant par rapport à ce cas, non, j'ai suivi Namata. Par rapport à ce cas particulier qui a fait polémique, justement, il a demandé à tous ceux qui peuvent apporter leur contribution, la commission des finances et pouvoir, ils peuvent les recevoir et les écouter. Et il a montré des dossiers déjà des gens qui ont déposé une demande. Oui, c'est ça. Qui ont déposé une demande pour être entrés. Maintenant, par rapport à eux, par exemple, en tant que partenaire sur le syndicat de transporteurs, effectivement, la commission générale permanente qui doit examiner le budget du ministère de Transport par rapport à ce nom, elle aurait dû justement écouter les syndicats de commerçants. Ils n'ont même pas besoin, eux, d'adresser, on doit les écouter. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais comment les députés peuvent discuter d'une loi et faire appliquer des lois? Ils sont en train d'écouter les gens. Non, ils sont en train d'écouter. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, ils sont en train d'écouter les gens. Ils sont en train d'écouter les gens. Surtout ceux dont ils veulent avoir l'expertise, ils les appellent. Et ceux qui font des demandes aussi, ils viennent et ils sont en train de les écouter. Le travail est en train d'être fait au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc je pense que il ne faut pas prendre les députés comme des gens qui sont déconnectés du peuple. Non, ils ne sont pas déconnectés du peuple. Et je parle des députés tout en leur confondu. Ils sont là au service du peuple, ils sont en train de travailler. Moi, je pense voilà. Oui, par rapport à ça. Moi, sur beaucoup de questions, c'est l'impression qu'ils donnent. Non, c'est l'impression, c'est pas ça qui fait. C'est pas une science. L'impression, c'est pas une science. C'est établi, malheureusement. Non, c'est pas établi. C'est l'impression. Tu parles d'impression. L'impression, ça veut rien dire. On ne parle pas de science. L'impression, ça veut rien dire du tout. Ils sont en train d'écouter les gens. Oui, c'est médiatisé. C'est pas une science. Mais ils sont en train d'écouter les gens médiatisés et la porte est ouverte. Oui, docteur. Cela ne veut pas dire qu'ils prennent en compte ce que les gens disent. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'appeler au sens de responsabilité des députés. Ils ont le droit d'amendement. Parce qu'il y a un journal qui dit est-ce qu'il faut réécrire le budget. Moi, je pense que dans un de la nécessité de réécrire le budget social, les députés ont le droit d'amendement. Ils n'ont qu'à revoir le budget examiné. Par exemple, moi, je pense qu'ils peuvent. Et ils peuvent par exemple faire un travail qui consisterait à voir quelle est l'incidence justement de cette question de truc de succession sur le budget en termes de recettes, combien on peut avoir. Est-ce qu'on ne peut pas sursoir à ça et rechercher les ressources qui sont prévues, par exemple en réduisant la taille du gouvernement, en réduisant le fonds politique, en réduisant le nombre de conseillers, maintenant pour faire en sorte qu'il y ait l'équilibre budgétaire pour pouvoir ajuster et vraiment apaiser les esprits au lieu de faire en sorte que en combattant l'incivisme fiscal de certains contribuables. Là, en réalité, on est en train de mettre en avant l'aspect politique du budget que plutôt aspect moyen pour pouvoir mettre en œuvre la politique. Parce que quand les gens vont mettre l'accent sur le budget en tant qu'acte politique du gouvernement, il ne faut pas qu'ils rejettent de peur qu'on inflige un revers au gouvernement. Il faut aussi se soucier de la paix et de la stabilité de notre pays.
par conséquent, Une fois de plus. Oui, je finis Ouais, d'abord. Ousseini. Une fois de plus. Non, mais Il n'y a pas de problème. Une fois de plus, j'ai dit, les dispositions sont à la disposition du peuple. Tout celui qui a des choses à dire, il peut venir. Vraiment, c'est clair. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ils sont en train de le faire au niveau de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Et moi, j'ai confiance en eux. Ils vont faire le débat et ils vont voter la loi en fonction de l'intérêt du peuple. Ouais, Ousseini, faut que les gens se tranquillisent. Voilà. C'est ça vraiment le souhait des populations aujourd'hui. C'est ça le souhait des populations. Mais quand on connaît un peu l'état d'esprit de ces gens-là qui sont à l'Assemblée, le niveau même de compréhension des choses, il y en a qui ne savent même pas, quand ils prennent les projets de texte pour lire, ils ne savent même pas exactement ce qu'ils sont. Mais la loi prévoit des députés analphabètes, c'est la loi qui l'a prévu. Ça ne veut pas dire que ce sont des Allez-y, Ousseini. Allez-y, c'est pour la première fois que moi, je pense qu'il est tout à fait normal que les citoyens soient dans une posture où il faut alerter, et ce n'est pas forcément normal. D'abord, et puis Garé, s'il faut savoir si les députés respectent ou se préoccupent ou non des besoins des préoccupations des populations, ce n'est pas aux députés qu'il faut demander, c'est aux populations qu'il faut demander. Mais donc, et les populations ne pas les réagir, c'est à elles qu'il faut demander si elles sont contentes du travail. C'est pas aux députés qu'il faut demander. La réaction est normale, mais les députés sont des élus du peuple. Oui, ils ne sont pas tombés du ciel comme ça. Voilà, c'est les élus du peuple. Absolument, c'est pourquoi j'ai dit. La représentation nationale, ils représentent le peuple. Mais donc, ils disent que les gens se tranquillisent, ils vont faire le travail. Bon, j'ai dit que les gens attendent de voir s'ils vont faire le travail ou pas. Oui, c'est ça que j'ai dit. Mais on ne dit pas. Ok, d'accord. Oui, Ousseini, vous avez fini. Je veux dire une chose. Il faut quand même, partout ailleurs dans le monde, ça se passe. Je suis désolé, Gary, je te le dis, aux États-Unis, partout. Quand il y a des enjeux importants, je n'ai jamais tenu la casse. Les casses, s'il te plaît, laisse-moi finir. Et les discussions se font avant l'adoption de la loi. Le débat là, les discussions se font avant l'adoption de la loi. En allant à l'Assemblée presse. Mais c'est une voix aussi. Les médias sont là, les gens peuvent se saisir de ces médias-là pour expliquer leur position. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Parce que tout le monde ne peut pas accéder à l'Assemblée. Qui a dit que tout le monde ne peut pas accéder? Non, mais je suis en train de dire parce que les électeurs sont là, les gens peuvent faire des demandes. Moi, je pense que par rapport à les députés sont les représentants de la nation, on a accès à eux. Voilà, ça c'est clair. En principe. Non, c'est même pas en principe. En principe. Il y a ce qu'on appelle, mais c'est pas pour rien qu'on a institué une nation. Il y a ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir. Où les lobbies, quand il y a des projets de texte dans le secteur, ils ont accès aux députés et ils font en sorte que leurs intérêts puissent être pris en compte. Dans le cas d'espèce, au-delà du fait que, puisqu'on a vu la réaction, tout toi qui dit c'est un projet. Rien qu'à cause de ce projet, vous avez vu ce qu'il y a eu dans ce pays. Donc c'est pour ça, je pense que les députés, en tant que représentants de la nation, ils doivent justement voir quel est l'intérêt du peuple dans cette affaire. Et c'est pour ça, la dernière fois, je disais que les députés nigériens sont plus que jamais interpellés par rapport à leurs responsabilités de représentants de la nation pour faire un examen sans complaisance du projet de loi et faire les amendements nécessaires. Le plus important de garder et de chercher l'équilibre budgétaire pour nous voter, en tout cas sortir un budget acceptable qui ne posera pas de problème avant, en tout cas, le 28 décembre. Il faut avoir confiance en nous. Voilà, ça dit, il faut laisser les gens travailler. S'il vous plaît, Gary, mais on est obligé de parler parce qu'ils exercent le pouvoir à notre nom. Et voilà. on est en train de les non, mais on l'a vu par le passé. Il y a eu plusieurs mesures où les députés, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Lorsque le député aura la lecture que le budget c'est beaucoup plus un acte politique qu'un instrument qui doit donner les moyens au gouvernement pour mettre en œuvre la politique, la politique du gouvernement, l'aspect politique du budget va primer sur le budget de moyens et qui doit faire en sorte qu'on doit mettre à la disposition du gouvernement des moyens pour faire le bonheur, la stabilité du peuple. Donc c'est ça qu'on est en train d'attirer leur attention. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est très important tout ça là. Oui. On n'a pas dit que c'est pas important. Oui, Gary. Mais j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est que c'est bon que les gens réagissent. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais même sur les débats de télévision, on a parlé sur le projet de loi de finances. On a dit que non, ça risque d'être très dur. Donc, mais moi j'ai dit, faisons confiance aux députés. Puisqu'ils sont là, c'est les représentants du peuple. La confiance n'exclut pas le droit. Laisse-nous parler. Oui, on ne vous laisse pas parler, mais ils vont faire le travail. Dans cette situation, ils vont faire le travail. C'est ceux à qui on demande de payer qui parlent. Oui, c'est vous, je paye aussi.
Ah ben donc, et donc moi, pas aux députés. Voilà, non mais je paye aussi. Voilà. Donc j'ai dit. Mais c'est pas parce qu'on parle que j'ai dit. Les députés qui font leur travail, on leur fait confiance. Non, ils vont faire tous les députés. Tout naturellement. Quand je parle de députés, toutes les tendances confondues. Ils vont faire le travail qu'il faut. D'accord. Selon moi. Merci. Merci. Voilà. Attendons de voir. Merci Gary Amadou. Mais le débat va continuer dans tous les cas. Et pas qu'à l'hémicycle. Partout sur les plateaux de télé, de radio et dans la rue aussi. C'est clair. Merci Ousseni Issa. Merci Dr Amada Sombouakar. Merci mesdames, messieurs d'avoir été de notre pour plus de cette semaine qui a démarré avec un léger retard. On a grignoté. Oui, le temps est passé très vite. Inch'Allah, prochain rendez-vous, la semaine prochaine, dimanche. Donc, même heure, même chaîne, Inch'Allah. Bonne fin de journée sur les programmes de la télévision Bonferré. Bon début de semaine. À toutes et à tous. Au revoir. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah,